Préparez-vous pour cette nouvelle aventure. Bienvenue dans Mystère des Abysses, les secrets cachés sous les océans du monde. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo? Allez, c'est parti! Un monde sans limite, un horizon qui s'étend bien au-delà de ce que nos yeux peuvent apercevoir. C'est l'océan, une présence vaste qui couvre plus de 70% de notre planète, et pourtant il demeure l'un des plus grands mystères et merveilles que nous connaissions. Dans ces eaux profondes, les océans recèlent des secrets qui traversent pendant des milliards d'années. C'est le berceau de la vie, le foyer de créatures inimaginables, des géants doux aux êtres les plus petits et les plus fragiles, invisibles à l'œil nu. Chaque goutte porte l'histoire d'un sceau, la science et une beauté extraordinaire. Les océans soutiennent la vie, ils dictent le climat, façonnent les continents et connectent les cultures. Leurs courants invisibles transportent chaleur et espoir, tandis que leur profondeur abrite des écosystèmes qui définissent en fait tout ce que nous pensions connaître. Aujourd'hui, nous nous embarquons dans un voyage pour découvrir les 5 grands océans de la Terre, du vaste Pacifique aux eaux glacées, de l'Arctique. Nous explorerons leurs profondeurs, mettrons au jour leurs histoires et rencontrerons les magnifiques créatures qui en dépendent pour survivre. Mais nous affronterons aussi la dure réalité de la manière dont nous façonnons leur avenir. Car en fin de compte, les océans ne sont pas de simples paysages lointains. Ils font partie de nous, une connexion intrinsèque. C'est l'océan le plus vaste et le plus profond de la Terre. Couvrant plus de 168 millions de kilomètres carrés, le Pacifique est une étendue bleue massive qui représente un tiers de la surface de la planète. Ses eaux touchent dans chaque continent, des Amériques à l'Asie, de l'Australie aux îles d'Océanie. Ici, l'impossible prend vie. Ces profondeurs dissimulent des vallées plus grandes que celles trouvées sur terre ferme. La fosse des Mariannes est le point le plus profond de la planète. Elle se situe à près de 11 000 mètres sous la surface, un abîme aussi inexploré que les galaxies les plus lointaines. La ceinture de feu, un anneau de volcans et de failles tectoniques encercle ces eaux, déclenchant des tremblements de terre, des tsunamis et des éruptions volcaniques qui remodèlent constamment sa géographie. Mais ces forces destructrices sont aussi créatrices. De nouvelles îles naissent là où la terre s'élève de la mer, offrant un terrain fertile pour de nouvelles formes de vie, une danse de la transformation planétaire. Dispersées comme des joyaux à travers la vaste étendue bleue, se trouvent les îles du Pacifique, plus de 25 000 d'entre elles. Des grandes masses terrestres comme la Nouvelle-Guinée et le Japon aux minuscules atolls et fragments de terre qui percent à peine la surface de l'eau. Ces îles sont aussi des foyers. Des peuples anciens ont traversé le Pacifique il y a des milliers d'années, guidés uniquement par les étoiles et les vents, créant des cultures qui, encore aujourd'hui, portent l'esprit de l'océan dans leurs traditions, des mémoires anciennes des flots. Au milieu de ces eaux cristallines et de ces abysses insondables, le Pacifique abrite des créatures majestueuses qui définissent par le mot « grandeur ». Voici la plus grande créature qui ait jamais existé sur Terre, plus grande que n'importe quel dinosaure, plus grande que n'importe quel être terrestre. Une baleine bleue adulte peut atteindre 30 mètres de long, l'équivalent de 3 autobus scolaires alignés, et son cœur a la taille d'une petite voiture.
Ce cœur pompe le sang à travers des artères si larges qu'un enfant pourrait ramper à l'intérieur, un prodige de l'ingénierie naturelle. Son immensité n'est pas seulement physique. Ses poumons peuvent contenir jusqu'à 5000 litres d'air. À chaque respiration, elle échange jusqu'à 90% de l'oxygène de ses poumons, une efficacité que peu d'êtres peuvent égaler. Malgré son échelle monumentale, son régime alimentaire est presque microscopique. Elle dépend du krill, de petits crustacés qui forment de denses bancs dans certaines régions de l'océan. Utilisant ses fanons, des structures semblables à d'énormes brosses, elle filtre l'eau, retenant le krill dans sa bouche. Pendant les mois d'alimentation en été, une seule baleine peut consommer jusqu'à 4 tonnes de krill par jour, un festin colossal offert par les flots. Les baleines bleues sont des créatures solitaires par nature, mais elles possèdent aussi des liens complexes. Elles communiquent en utilisant des sons de basse fréquence qui peuvent voyager sur des centaines de kilomètres dans l'océan. Ces appels sont bien plus que des formes de communication. Ce sont comme des cartes acoustiques, les guidant dans leur voyage de milliers de kilomètres entre les zones d'alimentation et de reproduction, une symphonie de la navigation. Les eaux du Pacifique sont le principal refuge de la baleine bleue. Elles se nourrissent dans des régions riches en nourriture comme la côte de Californie, la péninsule antarctique et le Pacifique Sud. Mais lorsque l'été cède la place à l'hiver, elles entreprennent des migrations épiques vers les eaux tropicales où elles donnent tant de naissance à leurs petits. Les petits, qui pèsent de 3 tonnes et mesurent 7 mètres à la naissance, consomment jusqu'à 400 litres de lait par jour pendant les premiers mois de leur vie. Ce lait riche et dense les aide à grandir rapidement pour affronter les défis de cet environnement. La baleine bleue est l'immensité en mouvement, un colosse gracieux des profondeurs. Le dauphin essaie la danse de l'océan. Ici, une présence qui transforme les vagues en un scénario d'intelligence. Le dauphin n'est pas seulement un voyageur de ces eaux, c'est un communicateur, un stratège. Il est conçu pour la vitesse et l'agilité. Il peut mesurer jusqu'à 4 mètres de long, avec une musculature qui lui permet d'atteindre des vitesses incroyables de jusqu'à 50 km/h. Son museau allongé et ferme est sa marque de fabrique. Il abrite des dents acérées et alignées, adaptées pour attraper des proies rapidement et efficacement. Mais c'est sous cette apparence aérodynamique que réside le véritable pouvoir du dauphin. Son évent, situé sur le dessus de sa tête, est une ouverture stratégique pour respirer sans effort pendant la nage. Chaque respiration est synchronisée avec ses mouvements, garantissant qu'il ne perde jamais le rythme dans l'océan. Les dauphins sont des explorateurs nés. Ils parcourent les côtes, les récifs et les profondeurs, se déplaçant entre les eaux chaudes et tempérées. Dans chaque recoin de l'océan, ils affrontent des défis uniques, des ressources qui soutiennent leur voyage. Dans les eaux côtières, ils trouvent refuge et abondance de nourriture. En haute mer, ils dépendent des courants et de leur capacité à naviguer à la recherche de proies et d'interactions sociales. Le dauphin est un stratège. En groupes organisés, ils emploient des tactiques sophistiquées pour chasser. Ils encerclent un des bancs de poissons, créent des barrières de bulles et alternent les attaques. Leurs proies préférées sont les petits poissons et les calmars qu'ils avalent entiers. La vie du dauphin est définie par sa sociabilité. Ils vivent en groupes qui peuvent varier de quelques dizaines à des centaines d'individus. Les claquements servent de sonar naturel, leur permettant de naviguer même dans les eaux troubles. Quant aux sifflements, ils fonctionnent comme des noms uniques, identifiant chaque individu au sein du groupe. C'est un langage riche et complexe qui connecte chaque membre aux profondeurs de l'océan, une symphonie de l'unité.
Parmi les récifs coralliens de l'océan Pacifique, vit un petit habitant qui défie les règles de la survie, le poisson clown. Avec ses couleurs brillantes et ses mouvements agiles, c'est un exemple parfait d'adaptation et d'association dans les eaux. Mesurant entre 10 et 18 cm, le poisson clown est petit en taille, mais géant en personnalité. Sa coloration orange vibrante avec des bandes blanches bordées de noir est un signal d'avertissement pour les prédateurs et une marque caractéristique qui le rend instantanément reconnaissable. Ses nageoires sont agiles et lui permettent de se déplacer entre les tentacules de l'anémone qu'il appelle son foyer, un mouvement qui exige grâce et confiance, car là, il trouve à la fois sa protection et son plus grand danger. Le poisson clown habite les récifs tropicaux du Pacifique, des eaux chaudes de la Grande Barrière de Corail aux îles d'Indonésie et aux côtes des Philippines. Il dépend des anémones de mer pour survivre et c'est en elles qu'il construit son foyer. La relation entre le poisson clown et son anémone est l'une des associations les plus fascinantes de la nature. Tandis que les tentacules venimeux de l'anémone repoussent les prédateurs, le poisson clown est immunisé contre eux grâce à une couche spéciale de mucus sur sa peau. C'est une relation de protection mutuelle, une danse de la coexistence. En véritable opportuniste, le poisson clown se nourrit de ce que le récif offre. Il mange de petits crustacés, des algues et des restes de nourriture laissés par d'autres poissons. Cette polyvalence alimentaire non seulement soutient le poisson clown, mais aussi l'anémone qui bénéficie de son activité constante. Le monde du poisson clown est matriarcal. Chaque anémone abrite un petit groupe où une seule femelle domine. Elle est plus grande, plus agressive et dirige le groupe avec autorité. Le mâle reproducteur, plus petit, assume le rôle de soigneur. Il protège les œufs, s'assurant qu'ils reçoivent suffisamment d'oxygène et élimine tout résidu qui pourrait nuire au développement des jeunes. Lorsque la femelle dominante meurt, le mâle prend sa place et subit une transformation biologique unique. Il devient femelle. Cette flexibilité est essentielle à la survie dans un environnement où chaque ressource est disputée, une alchimie de l'adaptation. L'océan Pacifique règne par sa vastitude, sa chaleur et son mouvement. Mais vers le sud, ses eaux rencontrent un autre royaume, un monde où le bleu de l'océan se mêle au blanc de la glace. Là, à la limite entre deux mondes, commence le voyage vers l'océan Antarctique, un lieu d'extrême, de silence et de force. Le Pacifique cède la place à un grand désert gelé, un endroit où la glace et la mer convergent pour créer l'un des paysages les plus extrêmes et isolés de la planète. Ici, le silence est rompu par le son des vagues glacées et le craquement de la glace qui bouge sans relâche, une symphonie du froid. L'océan Antarctique est unique dans sa formation. C'est le seul océan qui entoure complètement un continent. Il encercle l'Antarctique comme un anneau glacé. Ses eaux s'étendent sur 25 millions de kilomètres carrés, mais son influence dépasse largement cette limite. Les courants de l'océan Antarctique connectent les océans Atlantique, Pacifique et Indien, créant le plus grand système de circulation d'eau de la planète. Chaque seconde, ce système déplace plus de 130 millions de mètres cubes d'eau, des fleuves sous-marins. La glace est l'âme de l'océan Antarctique. Pendant l'hiver, la mer gèle sur une étendue qui peut doubler la taille de l'Antarctique, formant un vaste paysage blanc qui semble infini. En été, la glace recule, révélant des eaux sombres et profondes. Ces cycles de gel et de dégel sont comme la respiration de l'océan. La croissance et le retrait de la glace façonnent non seulement les paysages du sud, mais aussi le rythme de vie qui y prospère. Dans les profondeurs de l'océan Antarctique, l'obscurité est absolue. L'eau atteint des températures proches du point de congélation. C'est là que se forme ce que l'on appelle l'eau profonde de l'Antarctique. Cette eau dense et glaciale s'enfonce dans l'abîme et s'écoule vers les océans du monde.
Ici, la pression est écrasante et la lumière ne pénètre jamais. Pourtant, même dans cet environnement hostile, l'océan Antarctique demeure l'une des forces de modelage les plus puissantes de la Terre, un sculpteur silencieux des profondeurs. Ce sont les véritables ambassadeurs de la glace. Les manchots, avec leurs pas maladroits sur Terre et leurs mouvements élégants dans l'océan, sont un symbole du monde antarctique. Au-delà de leur colonie sur la glace, c'est dans l'océan qu'ils se révèlent vraiment. Leurs ailes ne sont pas faites pour voler dans le ciel, mais pour fendre l'eau comme de véritables rames naturelles. Avec un corps hydrodynamique, ces oiseaux atteignent des vitesses de jusqu'à 15 km/h. La couche externe de plumes est dense et imperméable, les protégeant des eaux glaciales. En dessous, une couche de plumes douces retient la chaleur, leur permettant de survivre à des températures qui gèleraient tout autre être. Même leurs pattes sont adaptées pour marcher sur la glace. Elles possèdent une circulation sanguine spécialisée qui empêche la congélation, maintenant l'équilibre thermique dans des conditions extrêmes. Dans l'océan Antarctique, ce sont des chasseurs redoutables. Leur régime alimentaire se compose principalement de krill, de petits poissons et de calmars, des proies qu'ils capturent avec des mouvements rapides et précis. Ils peuvent plonger à plus de 500 mètres de profondeur et rester immergés jusqu'à 21 minutes, explorant les eaux glacées à la recherche de nourriture. Chaque immersion est une combinaison de résistance et de stratégie, se déplaçant comme des flèches à travers de denses bancs de poissons. Mais malgré leur habileté de chasseurs, chaque incursion dans l'océan est une épreuve. Ils doivent éviter les prédateurs et retourner rapidement à la glace pour nourrir leurs poussins affamés. L'habitat du manchot est une dualité. Sur la glace, ils construisent leur colonie, élèvent leurs petits et se protègent en groupe. Mais c'est dans l'océan qu'ils passent la majeure partie de leur vie, explorant un monde qui semble infini. Pendant l'hiver antarctique, tandis que la mer gèle autour d'eux, ils se rassemblent en grandes colonies pour s'accoupler et protéger leurs seins du froid. Les poussins naissent lorsque l'été commence à faire fondre la glace, prêts à explorer l'océan qui s'ouvre devant eux. Le premier plongeon est un moment décisif. C'est là qu'ils commencent leur vie en tant que véritables citoyens de l'océan Antarctique. Sur la glace, les manchots se meuvent en activité constante, comme des danseurs des marées. Mais non loin de là, un autre habitant règne en silence, parfois pas si silencieusement. Dans l'océan, les phoques attendent, connectés à un rythme différent, mais tout aussi vital. Les phoques de l'océan Antarctique vivent entre deux mondes, la glace et l'océan. Avec des corps façonnés par l'évolution, ils défient les conditions les plus extrêmes de la planète pour prospérer. Leurs corps aérodynamiques et musclés sont recouverts d'une épaisse couche de graisse qui les protège du froid extrême. Cette couche retient la chaleur et agit également comme une réserve d'énergie. Leurs nageoires arrière les propulsent avec force et efficacité, tandis que leurs nageoires avant les aident à manœuvrer et à effectuer des virages rapides. Leurs grands yeux sont adaptés pour voir dans des conditions de faible luminosité, leur permettant de chasser même dans les profondeurs les plus sombres. Leurs vibrisses ou moustaches sont incroyablement sensibles. Elles détectent les moindres vibrations dans l'eau, les aidant à localiser des proies cachées ou en mouvement. Elles peuvent plonger à des profondeurs impressionnantes, certaines atteignant plus de 600 mètres. Pendant ces immersions, elles peuvent retenir leur respiration jusqu'à 15 minutes, stockant l'oxygène dans leurs muscles et leur sang de manière extrêmement efficace. Ce sont des stratèges. Elles utilisent l'environnement à leur avantage. Les petits naissent sur la glace où ils reçoivent des soins intensifs de leur mère pendant les premières semaines de leur vie. Ils sont nourris d'un lait si riche en graisse qu'ils peuvent doubler leur poids en quelques jours.
L'océan Antarctique abrite plusieurs espèces de phoques. Certaines perçant la glace pour créer des trous de respiration, leur permettant de chasser pendant de longues périodes. D'autres sont capables de chasser des manchots et même de plus petits phoques. Ici, dans les eaux glacées de l'Antarctique, les orques sont les souveraines de la glace. Avec leur intelligence unique, leur force écrasante et leurs liens sociaux profonds, les orques dominent cet océan et le transforment en leur scène, une danse de la puissance. L'apparence de l'orque est incomparable. Son corps peut mesurer jusqu'à 9 mètres de long et peser plus de 5 tonnes. L'aileron dorsal des mâles, qui peut atteindre 2 mètres, est un symbole de maturité et de domination, visible à de grandes distances. Quant aux femelles, plus petites et plus agiles, elles ont un aileron dorsal courbé, idéal pour des manœuvres rapides dans les eaux imprévisibles de la glace, une danse de l'agilité. Leurs petits yeux, mais remplis de perception, sont essentiels pour observer l'environnement et planifier les actions avec précision. Dans ces eaux glacées, la coopération est la clé du succès. Les orques vivent en groupes de 4 à 40 individus. Ces groupes familiaux chassent ensemble. Chaque groupe a son propre ensemble de sons, comme une signature acoustique qui définit son identité, un langage de l'unité. Ces sons sensarants ne connectent pas seulement les membres, mais aident également à coordonner des mouvements complexes et des stratégies de chasse dans l'océan Antarctique. L'orque se nourrit de petits poissons, de phoques, de manchots et même d'autres baleines. L'une de ses tactiques les plus fascinantes est la création d'ondes pour déstabiliser les proies sur la glace. En travaillant ensemble, elles nagent en synchronisation pour former des vagues qui brisent les défenses de leurs victimes. Une ingéniosité meurtrière. Du froid et du silence du sud, les eaux commencent à se transformer. Les courants glacials portent des histoires de glace vers d'autres mers, franchissant des limites invisibles. Ici, l'océan Antarctique cède la place à l'océan Atlantique, un royaume où la vie s'épanouit à un rythme différent et une vaste immensité bleue commence. L'Atlantique est un pont, une force qui connecte continents, cultures, climats. Ces eaux sont un rythme constant, se déplaçant comme le cœur de la planète. Avec plus de 106 millions de kilomètres carrés, l'Atlantique est le deuxième plus grand océan de la planète. Ces eaux abritent un coin des courants féroces. Les régions tropicales partagent l'espace avec des eaux froides et profondes. L'Atlantique ne se limite pas à un seul visage, c'est une tapisserie d'extrêmes. Des courants puissants comme le Gulf Stream et le courant des Canaries forment un système qui régule le climat de la planète. Ces courants transportent la chaleur des tropiques vers le nord, tandis que les eaux froides reviennent, créant un cycle qui ne cesse jamais, une danse éternelle des éléments. La surface de l'Atlantique peut être connue, mais ses profondeurs gardent encore des mystères. Sa profondeur moyenne de 3600 mètres n'est qu'un début. À certains endroits, elle plonge plus profondément que la plus haute montagne de la Terre, dépassant les 8 km de profondeur. Entre ces rives, cultures et civilisations ont prospéré, connectées d'à part ces eaux. Une voyageuse parcourt ces eaux, silencieuse, patiente mais déterminée. La tortue verte, une nageuse ancestrale, suit son propre chemin. Le voyage de la tortue verte commence avant même qu'elle ne voie l'océan. Sur le sable tranquille d'une plage, des centaines d'œufs éclosent et une nouvelle génération s'éveille. Leur première course vers la mer est leur introduction à un monde vaste et inconnu, un univers qui façonnera leur vie pour toujours. Petites et vulnérables, les jeunes tortues vertes courent contre le temps, guidées par la lumière de la lune et par l'instinct. Elles se dirigent vers les vagues, là où l'immensité de l'Atlantique les attend. Mais ce premier voyage est semé d'embûches.
Sur la plage, des prédateurs comme les oiseaux de mer, les crabes et les renards attendent ces minuscules créatures. La lumière artificielle des villes côtières peut aussi désorienter les nouveau-nés, les éloignant de l'océan salvateur. Une fois dans l'océan, une nouvelle série de défis attend les tortues juvéniles. Pour leurs années perdues, une période mystérieuse qui peut durer plusieurs années, elles vivent une vie nomade, dérivant dans les courants océaniques parmi les tapis d'algues sargasses, cherchant refuge et nourriture tout en échappant aux innombrables prédateurs marins. Seule une fraction infime de ces nouveau-nés atteindra l'âge adulte. Lorsqu'elles atteignent l'âge adulte, les tortues vertes présentent une structure conçue pour la survie. Leur carapace, qui peut atteindre jusqu'à 1,50 m, 5 pieds de long, sert à la fois d'armure et de support hydrodynamique. Cela leur permet de glisser à travers l'océan avec un minimum d'énergie. On les appelle tortues vertes, non pour la couleur de leur carapace, mais en raison de la couleur verdâtre de leur graisse corporelle, due à leur régime alimentaire. Leur corps est parfaitement fuselé pour la vie marine, avec de grandes nageoires puissantes qui leur permettent de glisser sans effort dans l'eau. Leur petite tête, dotée d'une seule paire d'écailles préfrontales distinctives, abrite une mâchoire non dentelée, adaptée à leur régime herbivore. Elles peuvent en parcourir des milliers de kilomètres sans repos, chevauchant les courants de l'Atlantique à la recherche de nourriture et d'abri. Les tortues vertes n'appartiennent pas à un seul endroit. Pendant leur jeunesse, elles parcourent l'Atlantique ouvert, se déplaçant entre les zones tropicales et tempérées. En tant que juvéniles, elles sont omnivores, se nourrissant de vers, de petits crustacés et d'insectes. Mais une fois adultes, les tortues vertes deviennent des herbivores stricts, se nourrissant presque exclusivement d'herbes marines et d'algues. Ce régime les rend uniques parmi les tortues marines. En broutant continuellement les herbiers marins, elles agissent comme de véritables jardinières de l'océan, maintenant la santé et la productivité de ces écosystèmes vitaux qui servent de nurserie pour d'innombrables espèces marines et jouent un rôle crucial dans le stockage du carbone. Guidées par un instinct mystérieux et une mémoire ancestrale de leur lieu de naissance, les femelles adultes entreprennent un voyage épique de retour vers leur plage natale pour se reproduire. Cette migration peut s'étendre sur des milliers de kilomètres, les ramenant souvent à l'endroit exact où elles ont éclos des décennies auparavant. Sous le couvert de la nuit, la femelle émerge de l'océan, traînant son corps lourd sur le sable. Elle creuse méticuleusement une fosse corporelle, puis une chambre à œufs profonde et cylindrique à l'aide de ses nageoires arrière. Elle dépose ensuite des centaines d'œufs ronds et mous, recouvrant soigneusement le nid avant de retourner à la mer, laissant derrière elle le secret de la prochaine génération. Ce cycle de reproduction se répète généralement tous les 2 à 4 ans. Malgré leur résilience et leur incroyable adaptation, les tortues vertes font face à des menaces grandissantes, principalement dues aux activités humaines. La perte et la dégradation de leurs habitats de nidification et d'alimentation, la pollution plastique qui obstrue leur voie digestive, les captures accidentelles dans les filets de pêche et le changement climatique qui altère la détermination du sexe des nouveau-nés mettent en péril leur survie. La tortue verte est bien plus qu'une simple voyageuse des mers. C'est un maillon essentiel de l'équilibre des écosystèmes marins, un témoignage vivant de la résilience et de la sagesse de la nature. Chaque battement de nageoire, chaque repas dans les herbiers marins contribue à la vitalité de l'océan, faisant d'elle une gardienne silencieuse et vénérable de notre planète bleue, dont la survie dépend désormais de nos actions.
Dans un océan vaste et rempli de secrets, une figure domine les courants avec puissance et discrétion. Le grand requin blanc, une créature qui se déplace dans les eaux de l'Atlantique comme un spectre silencieux, vigilant et implacable. Son corps en forme de torpille est conçu pour glisser dans l'eau à des vitesses de plus de 50 km/h, 30 miles par heure. Atteignant jusqu'à 6 mètres, 20 pieds, de long et pesant plus de 2000 kg, 4000 livres, il combine des muscles puissants avec des lignes épurées. Ses yeux noirs et impénétrables voient donc bien au-delà de ce qu'ils révèlent, détectant les mouvements, les ombres et les contrastes. Chaque approche est un acte de précision absolue. Sa coloration est un chef-d'œuvre de camouflage, un dos gris-bleu foncé et un ventre blanc pur, une stratégie connue sous le nom de contre-ombrage. Cela lui permet de se fondre dans les profondeurs vues d'en haut et dans la lumière du soleil vue d'en bas, rendant sa présence quasi indétectable jusqu'au moment de l'attaque. Mais sous la surface se cache son véritable secret. Équipé de capteurs spécialisés appelés ampoules de Lorenzini, le grand requin blanc peut détecter les plus faibles signaux électriques générés par les êtres vivants. Même le simple battement d'un cœur ou une contraction musculaire ne passe pas inaperçu. Le grand requin blanc est un maître de l'embuscade. Il approche silencieusement par en dessous, utilisant son camouflage pour surgir à la dernière seconde, souvent avec une force explosive qui peut propulser son corps hors de l'eau dans un spectacle de puissance brute connu sous le nom de breaching. Ses proies favorites incluent les phoques, les otaries et les grands poissons, qu'il chasse avec patience et stratégie. Ce prédateur opportuniste se nourrit également de requins plus petits, de raies et de carcasses de baleines, au laissant. Ses dents dentelées de plus de 5 cm, 2 pouces de long, tranchent et broient, transformant chaque repas en une source de subsistance garantie. Fait fascinant, le grand requin blanc possède plusieurs rangées de dents et une dent perdue est rapidement remplacée par une nouvelle, garantissant ainsi un arsenal de chasse toujours prêt. Et même pendant l'alimentation, le requin reste vigilant. Chaque mouvement est calculé, chaque respiration mesurée. Dans l'Atlantique, le grand requin blanc ne gaspille aucune énergie. Il la domine. C'est un voyageur solitaire. Ses routes s'étendent sur des milliers de kilomètres, des eaux chaudes au large des côtes brésiliennes aux régions glaciales près de l'Amérique du Nord et de l'Europe. On le trouve principalement dans les eaux côtières tempérées et subtropicales de tous les grands océans, là où ses proies abondent. La reproduction du grand requin blanc est encore un mystère pour les scientifiques, mais on sait qu'elle était lente. Les femelles atteignent la maturité sexuelle vers 12 à 18 ans et donnent naissance à des petits vivants, ovoviviparité, après une période de gestation d'environ 11 mois. Les petits, autonomes dès la naissance, mesurent déjà plus d'1 mètre de long, reflétant une stratégie de vie longue et peu prolifique, typique des grands prédateurs. En tant que super prédateur, le grand requin blanc joue un rôle crucial dans le maintien de la santé des écosystèmes marins. Il aide à réguler les populations de ses proies, éliminant les animaux malades, faibles ou âgés, ce qui contribue à la force génétique et à la résilience des troupeaux de mammifères marins. Leur présence est un signe d'un océan équilibré et dynamique, un gardien silencieux et essentiel de la vie marine. Mais l'Atlantique est aussi rempli de voix. Dans ces mêmes eaux émerge un géant différent, dont les chants résonnent sur des milliers de kilomètres. La baleine à bosse, une voyageuse des océans dont la présence transforme l'Atlantique en une symphonie. La baleine à bosse est une merveille aux proportions remarquables. Elle peut atteindre jusqu'à 16 mètres, 52 pieds, de long et peser plus de 30 tonnes, 66 000 livres. Elle combine puissance et grâce à chaque mouvement.
Ses nageoires pectorales, qui peuvent mesurer un tiers de la longueur de son corps, sont les plus grandes parmi les baleines. Elles lui confèrent une précision inégalée dans l'eau. Leur dos souvent orné de bernacles et leur tête bosselée caractéristique ajoutent à leur silhouette unique. Elles sont aussi connues pendant pour leurs acrobaties pekekidi spectaculaires, comme les sauts hors de l'eau, witching, ou les claquements de queue, des comportements qui fascinent et dont le but exact n'est pas toujours clair, mais qui pourraient en servir à communiquer ou à se débarrasser des parasites. Sa queue est comme une signature personnelle, permettant une identification individuelle. Ses sillons ventraux, qui parcourent son ventre, lui permettent d'étendre sa gorge comme un ballon lors de la capture d'énormes volumes d'eau pendant l'alimentation. Et avec ses fanons, elle filtre l'eau, retenant la nourriture qui nourrit son corps massif. Leur régime alimentaire est principalement composé de krill et de petits poissons, qu'elles ingèrent en filtrant d'énormes volumes d'eau de mer. Ce mode d'alimentation les pousse à migrer chaque année, parcourant des milliers de kilomètres entre les eaux froides et riches en nutriments de leur zone d'alimentation estivale, comme les eaux polaires, et les eaux chaudes et peu profondes de leur zone de reproduction hivernale, près des tropiques, où elles jeûnent souvent. L'alimentation de la baleine à bosse implique une stratégie minutieuse. L'une de ces techniques les plus remarquables est la pêche en filet de bulles. Travaillant en groupe, les baleines soufflent des bulles en cercle pour piéger les bancs de poissons, les poussant vers la surface. Puis, dans une chorégraphie précisément synchronisée, elles remontent ensemble, engloutissant des milliers de poissons en un seul mouvement. Le festin est prêt, fournissant l'énergie nécessaire pour leur long voyage à travers l'océan. Mais ce qui rend la baleine à bosse vraiment unique, c'est sa voix. Les mâles composent de des chants complexes, composantes qui peuvent durer jusqu'à 20 minutes et être entendus sur des milliers de kilomètres. Chaque mélodie est une séquence de notes répétées selon des motifs complexes, créant un langage qui continue de fasciner les scientifiques. Ces chants d'une complexité et d'une portée extraordinaire sont émis à des fréquences spécifiques. Bien que la plupart des mâles chantent des mélodies similaires au sein d'une population, il arrive qu'une baleine compose un chant unique qui se distingue de tous les autres. Pour un géant dont la survie dépend des liens sociaux et de la communication à travers l'immensité de l'océan, une telle singularité peut signifier une solitude profonde, un appel sans réponse, une voix inouïe au cœur de l'Atlantique. Ces chants peuvent servir à la communication ou à la parade nuptiale, mais ils semblent aussi avoir un but plus profond. Ils résonnent comme un rappel du lien invisible qui unit tous les habitants de l'Atlantique, une symphonie de la connexion. Au-delà de leur vie en pace en bideux, les baleines à bosse continuent de nourrir l'océan. Lorsque ces géants s'éteignent et coulant au fond marin, leurs carcasses, appelées chute de baleines, créent encore des écosystèmes éphémères, mais riches, soutenant des communautés uniques de créatures des abysses pendant des décennies. Elles recyclent les nutriments des eaux de surface vers les profondeurs, jouant un rôle vital dans le cycle de vie océanique. Leur présence vivante maintient l'équilibre de la chaîne alimentaire et leur départ enrichit les profondeurs, assurant que chaque aspect de leur existence contribue à la vitalité de l'océan. Du bleu profond de l'Atlantique, nous nous dirigeons vers le nord. Les eaux chaudes deviennent froides, les vents plus forts et le bleu profond cède la place à des paysages dominés par la glace. Là, au bord du monde, se trouve l'océan Arctique.
L'océan Arctique est le plus petit des océans de la Terre, couvrant environ 14 millions de kilomètres carrés. Mais ne vous y trompez pas, son influence s'étend bien au-delà de ses marges. Il est entouré par des continents et touche les côtes de 8 pays. Les eaux ici sont parmi les plus froides de la Terre, une réalité rendue possible par une forte salinité qui empêche l'océan de geler complètement dans ses profondeurs. Bien qu'il soit l'un des océans les moins profonds, avec une profondeur moyenne d'environ 1200 mètres, 4000 pieds, l'Arctique abrite toujours des canyons sous-marins et des montagnes. La dorsale de Lomonosov, une chaîne de montagnes sous-marines, coupe l'océan en deux, le divisant en deux grands bassins. L'océan Arctique n'est pas isolé. Ces courants froids se mélangent aux eaux chaudes de l'Atlantique et du Pacifique. Cet échange constant connecte l'Arctique au reste de la planète. Même dans sa solitude apparente, l'océan Arctique est régi par des cycles de lumière et d'obscurité. Pendant des mois, le soleil ne se couche jamais, baignant la glace d'une lumière perpétuelle. Mais en hiver, l'obscurité s'installe et l'océan devient un royaume d'ombre. Quand la lumière revient, elle apporte avec elle un spectacle que seul l'Arctique peut offrir. Les aurores boréales peignent le ciel comme si l'océan lui-même célébrait le retour de la lumière du jour, une symphonie cosmique de couleurs. Entre la glace et les eaux gelées règne un chasseur suprême comme s'il était façonné par l'environnement lui-même. L'ours polaire, un géant silencieux, adapté sans relâche à son milieu. L'ours polaire est l'un des plus grands prédateurs terrestres du monde. Les mâles peuvent dépasser 2,4 mètres, 8 pieds, de long et peser plus de 680 kg, 1500 livres. Son pelage blanc, qui le camoufle parfaitement dans la glace, est en réalité translucide, reflétant la lumière ambiante. En dessous, une peau noire absorbe la chaleur, tandis qu'une épaisse couche de graisse l'isole du froid extrême. Ses pattes énormes et arrondies fonctionnent comme des raquettes, distribuant son poids pour lui permettre de marcher sur la glace fine. De plus, ses griffes acérées garantissent une traction sur les surfaces glissantes et aident à capturer les proies avec une précision mortelle. L'odorat de l'ours polaire est si aiguisé qu'il peut détecter un phoque à près de 2 km, 1,25 miles, de distance même sous la glace. Bien qu'il passe une grande partie de sa vie sur la glace, sa connexion avec l'océan est vitale. C'est un chasseur spécialisé dans les phoques qui constitue la majeure partie de son régime alimentaire. Il attend des heures, parfois des jours, près des trous de respiration dans la glace, là où les phoques remontent pour respirer. Chaque phoque lui fournit suffisamment de graisse pour se maintenir pendant des jours, un festin d'endurance. Lorsque la glace recule en été, l'ours se déplace vers les rivages, explorant les zones côtières et les îles. C'est une créature solitaire. Il parcourt de vastes distances à la recherche de nourriture et de territoire, errant sur des centaines de kilomètres, guidé par son odorat, sa mémoire et son intuition, un pèlerinage solitaire.
Mais l'univers de l'ours polaire se transforme lentement. La glace jadis étendue et fiable devient une mosaïque instable, fondant plus tôt et gelant plus tard chaque année. VN. Nung de gioi kuago bak kukjong dan taijoi. Bong tung la mokan jong rong lon va onjin gio jay tro tran hun hung mang vun mong mang tan som ve jong mon hun moenum. Lorsque la glace recule en été, l'ours se déplace vers les rivages, explorant les zones côtières et les îles. C'est une créature solitaire. Il parcourt de vastes distances à la recherche de nourriture et de territoire, errant sur des centaines de kilomètres, guidé par son odorat, sa mémoire et son intuition, un pèlerinage solitaire. Il ne fuit pas le changement, il l'intègre. Guidé par l'instinct et une mémoire ancienne, il parcourt les terres en mutation, à la recherche d'un équilibre perdu. Dans ce silence polaire, l'ours devient le reflet d'une vérité plus vaste, la résilience de la vie face au bouleversement. Et quand son souffle se mêle au vent glacé, c'est tout l'Arctique qui semble murmurer un appel discret, celui de protéger ce sanctuaire blanc, fragile et sacré. Un autre géant du Nord se meut à la frontière entre la terre et la mer. Dans les récifs rocheux et le long des côtes, l'otarie règne. Les mâles peuvent peser jusqu'à 1 tonne, 2000 livres, et mesurer près de 3 mètres 10 pieds de long, tandis que les femelles, plus petites, pèsent environ 360 kg, 800 livres. Leur peau lisse scintille sous la froide lumière du soleil, une armure protectrice contre l'environnement hostile. Leurs longues nageoires antérieures et musclées ne les propulsent qu'au pas seulement dans l'eau, mais leur permettent également de marcher avec agilité sur terre, une compétence rare chez les mammifères marins. Les otaries se nourrissent de poissons, de calmars et de petits crustacés. Lorsqu'elles chassent en groupe, elles communiquent par une série de rugissements et de mouvements, une symphonie de stratégie qui transforme l'océan en un champ de chasse. Elle est privilégiée en les côtes rocheuses et les îles isolées, où elle trouve sécurité pour se reposer et se reproduire. Les colonies sont intenses. Les mâles dominants défendent leur territoire par des rugissements impressionnants et des batailles qui peuvent se durer des heures. Et pendant ce temps, les femelles s'occupent intensivement de leurs petits et se reposent avant de retourner en mer pour chasser, une danse de la vie. Elle est privilégiée en les côtes rocheuses et les îles isolées, où elle trouve sécurité pour se reposer et se reproduire. Les colonies sont intenses. Les mâles dominants défendent leur territoire par des rugissements impressionnants et des batailles qui peuvent se durer des heures. Et pendant ce temps, les femelles s'occupent intensivement de leurs petits et se reposent avant de retourner en mer pour chasser, une danse de la vie. Pourtant, derrière ces affrontements, l'otarie reste une créature de grâce et d'énergie, à la fois terrienne et marine. Dans l'eau, elle se transforme en flèche vivante, glissant entre les courants avec une agilité saisissante. Préserver les rivages où elles vivent, c'est garder vivant un langage ancien entre la terre et la mer. Un monde où chaque cri, chaque plongeon, est un rappel de la connexion intrinsèque de tout ce qui respire.
Un peu plus au sud, cet océan se dissout en courants puissants qui transportent son boisson froid vers d'autres eaux. Ici, l'océan se transforme. Du silence glacé naissent les Vman, naissent les vagues qui alimentent l'océan Indien. Un océan où la lumière et la vie s'entrelacent, créant un monde de couleurs et de mouvements. C'est un océan où la chaleur du soleil pénètre profondément, nourrissant ses eaux et façonnant ses côtes. C'est l'océan Indien, un royaume de température tropicale, de mer calme et d'histoire qui connecte les continents depuis des milliers d'années. Ces courants suivent le rythme des vents saisonniers façonnés par les moussons. Pendant la moitié de l'année, les eaux s'écoulent dans une direction, et pendant l'autre moitié, elles changent complètement, dans un cycle qui dicte la vie, le commerce et les climats des régions environnantes. Ces vents ne meuvent pas seulement l'océan, mais connectent aussi les terres. Depuis l'Antiquité, marins et commerçants ont utilisé les moussons pour traverser l'océan Indien, créant des routes qui ont uni les civilisations. Dispersées à travers le vaste océan Indien se trouvent des îles Kusong qui semblent flotter comme des morceaux de paradis. Des minuscules atolls des Maldives à la grandeur de Madagascar, ces îles sont des havres de beauté. Sous les vagues, un géant silencieux glisse. Le requin-baleine est le plus grand poisson du monde. C'est une créature aux proportions étonnantes et d'une présence qui inspire la révérence. Mais malgré sa taille massive, c'est un géant doux, vivant en parfaite harmonie avec l'océan et les êtres vivants. Atteignant jusqu'à 12 mètres, 40 pieds, de long, et certaines légendes affirmant qu'il dépasse les 18 mètres, 60 pieds, le requin-baleine est une merveille. Des eaux de l'océan Indien et peut peser jusqu'à 20 tonnes, 40 000 livres. Les taches qui couvrent sa peau ressemblent à des étoiles dans un ciel sous-marin. Mais elles ne sont pas seulement esthétiques. Ces marques aident à camoufler le géant tandis qu'il se déplace dans les eaux ouvertes. Malgré son énorme bouche qui peut s'ouvrir jusqu'à 1,50 m, 5 pieds, le requin-baleine n'est pas un prédateur vorace. Ses dents, minuscules et nombreuses, sont pratiquement inutiles pour mâcher. C'est un filtreur, survivant des plus petites créatures de l'océan. Le requin-baleine mène une vie simple, se nourrissant principalement de plancton, de larves de poissons et de petits crustacés. Alors qu'il nage lentement la bouche ouverte, l'eau passe par ses branchies, où des structures spécialisées appelées branchiospines piègent sa nourriture. Il peut filtrer des milliers de litres d'eau par heure, transformant des particules invisibles en subsistance pour son corps massif. Les eaux chaudes ici offrent l'habitat parfait pour le requin-baleine. On le trouve souvent près des îles où les courants apportent nutriments et vie. Des lieux comme les Maldives, les Seychelles et la côte du Mozambique sont des refuges fréquents. Pourtant, malgré sa taille et sa grâce paisible, le requin-baleine est vulnérable. Les hélices des navires, les filets à la dérive et le bruit incessant d'un moteur menacent son sanctuaire liquide. Il esquive lentement les ombres mécaniques, sentant les vibrations à travers l'eau comme un soupir du monde moderne. Il ne fuit pas mais s'adapte, glissant entre les vagues comme un fantôme bienveillant. Dans ces mouvements amples et calmes se cache une sagesse ancienne, celle des cycles profonds, des migrations millénaires et des équilibres invisibles.
Il est le pouls lent de l'océan. Protéger le requin-baleine, c'est préserver le mystère même des mers chaudes. C'est se souvenir que la plus grande force n'est pas toujours dans les crocs, mais parfois dans le silence et la patience. Dans le récif, où la vie explose en couleurs et en formes, un autre prédateur se meut avec une élégance hypnotisante, le poisson-lion. Il est à la fois beau et dangereux, un symbole de la capacité de la nature à combiner art et armement en une seule créature. Mesurant jusqu'à 40 cm, 16 pouces de long, le poisson-lion est un chef-d'œuvre d'adaptation. Son corps est couvert de bandes colorées alternées, un motif qui le camoufle parmi les coraux et sert également de signal d'avertissement visuel. Mais ce qui définit vraiment le poisson-lion, ce sont ses épines venimeuses, disposées le long de ses nageoires dorsales, pectorales et pelviennes. Ces épines contiennent un venin puissant, capable de paralyser les proies et de dissuader les prédateurs. Ces nageoires jouent un rôle crucial dans sa stratégie de chasse. Lorsqu'elles sont déployées, elles créent l'illusion d'un poisson beaucoup plus grand, confondant les ennemis et piégeant les proies. Il préfère une approche furtive, se déplaçant lentement et s'approchant de ses cibles sans être détecté, utilisant ses nageoires comme une barrière qui rend la fuite impossible. L'océan Indien, avec ses eaux chaudes et ses récifs vibrants, est l'habitat parfait pour cette espèce. Pourtant, derrière cette élégance sculpturale, le poisson-lion est aussi un exilé. Introduit accidentellement dans certains écosystèmes, il y devient un déséquilibre ambulant, dévorant sans prédateur naturel. Dans ces eaux étrangères, quand sa lenteur devient domination. Il avance comme une énigme silencieuse, effaçant les poissons indigènes, modifiant la musique fragile du récif. À travers les océans du monde, chaque courant, chaque habitant raconte une histoire de connexion et de survie. Ce sont les rythmes qui unissent la planète au unissent la planète, ils sont le commencement et la fin de tout. Ils connectent les mondes, façonnent les climats, créent des habitats et soutiennent la vie. Ce sont des lieux de mystère qui attendent d'être dévoilés, de forces qui transcendent notre compréhension et d'une beauté qui défie les mots. Ici réside le début et la fin de toutes les histoires. Et tant que leurs eaux continueront de danser avec le vent, leur essence restera un rappel que la vie est profondément interconnectée, une symphonie infinie de l'existence. Et tant que leurs eaux continueront de danser avec le vent, leur essence restera un rappel que la vie est profondément interconnectée, une symphonie infinie de l'existence. À l'horizon, lorsque le soleil embrasse les flots dans une lueur d'or, c'est la promesse d'un renouveau. Chaque aurore est une mémoire liquide, chaque crépuscule un serment à l'avenir. Protéger les océans, c'est respecter la partition originelle de la Terre, un chant ancien que chaque être vivant porte encore en lui, même sans le savoir. Et vous, avez-vous déjà ressenti le souffle glacé de l'hiver sur les terres du Nord? Partagez vos pensées, vos émotions, vos espoirs.
Chaque mot que vous laissez est une onde qui nous inspire à continuer de célébrer et de protéger la beauté fragile de notre planète. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines aventures incroyables. Et si vous souhaitez continuer à explorer les batailles intenses pour la survie, regardez Allemagne hivernale, Le silence sous la neige et Philippines sauvages, la danse secrète des îles.